Ophthalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambaud. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique. Les premières descriptions en neurologie datent de l'Antiquité. Un traité égyptien de chirurgie traumatique, le papyrus Edwin Smith, décrit diverses lésions du système nerveux. Un bas-relief assyrien conservé au British Museum représente une paraplégie traumatique chez une lionne ayant une flèche plantée dans le dos. Dans la médecine de la période védique de l'Inde ancienne, le texte ayurvédique Charaka Samhita parle de l'épilepsie, et en Grèce, Hippocrate était également convaincu, sur la base de nombreuses observations, que l'épilepsie a une cause naturelle et n'est pas un mal sacré. La neuro-ophtalmologie est une partie de l'ophtalmologie qui prend en charge, sur le plan médical et chirurgical, les personnes qui présentent notamment une diplopie ou une baisse d'acuité visuelle liée à une atteinte des voies optiques, impliquant le nerf optique et les voies visuelles situées dans le cerveau. Nous sommes ravis d'accueillir le docteur François Audrin, qui travaille à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild. Il est chef du service des urgences ophtalmologiques et chef adjoint du service de neuro-ophtalmologie et strabisme. Bonjour François. Bonjour Maxime, bonjour Camille. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer par la première question. Quelle est la conduite à tenir devant la découverte d'un œdème papillaire unilatéral ? Alors, c'est une très bonne question et un vaste sujet. La première chose est de savoir dans quel contexte on va découvrir cet œdème papillaire. Alors, actuellement, nous avons un gros sujet en neuro-ophtalmologie et aux urgences qui est celui des diagnostics fortuits d'œdème papillaire ou de suspicion d'œdème papillaire. Donc, la première chose devant un œdème papillaire, qui soit uni ou bilatéral, c'est de l'authentifier et de savoir si éventuellement il y a des signes associés qui pourraient dire qu'il s'agit d'un vrai œdème et qu'il y a potentiellement une prise en charge. Parce que si il s'agit d'un faux œdème papillaire, que ce soit des druses ou des anomalies de la papille qui sont pas des œdèmes papillaires, on a quand même actuellement, malheureusement, régulièrement des patients qui sont adressés éventuellement en urgence et qui sont très inquiets alors qu'ils ont des papilles qui sont simplement des variantes de la normale. Alors si on découvre un œdème papillaire unilatéral et qui s'accompagne d'une baisse de vision, c'est l'interrogatoire et c'est l'examen clinique qui va nous orienter vers un diagnostic et une hypothèse étiologique éventuellement. Donc chez les gens âgés, ce sera plutôt, s'il y a une baisse visuelle, une atteinte de type vasculaire ischémique, comme une neuropathie optique ischémique antérieure, aiguë dans ce cas, et chez le sujet âgé de plus de 50 ans, 55 ans, on doit d'abord éliminer la maladie d'Orton, c'est-à-dire que le patient, si on n'a pas les moyens de s'en occuper, qu'on est dans son cabinet, on va l'adresser dans un service d'urgence. Et sinon, il faut savoir un petit peu la prise en charge de ces patients au niveau diagnostic. Il faut une CRP en urgence et il faut rechercher à l'interrogatoire des signes en faveur de la maladie d'Orton, altération de l'état général. Enfin, tout le monde connaît ces signes un petit peu, mais altération de l'état général, palper les artères temporales, voir si elles sont indurées, rechercher des céphalées et puis une sensibilité du scalp, claudication intermittente de la mâchoire, douloureuse, tous les signes classiques un petit peu du Orton. Une fois qu'on a éliminé ça, on sera devant une neuropathie optique ischémique non artéritique, ce qui est le cas le plus fréquent, ce qui est la cause d'atteinte la plus fréquente du nerf optique chez le sujet âgé. Et là, malheureusement, il n'y a pas de traitement actuellement particulier. On réalisera une imagerie, pas forcément en urgence, à titre systématique, et puis un bilan cardiovasculaire éventuellement, et la recherche de facteurs de risque, une hypertension artérielle, un diabète, etc., qui peuvent être responsables de ces noyas qui sont fréquentes. Ça, c'était pour le sujet âgé. Pour le sujet jeune, alors là, c'est un autre vaste sujet. Si l'œdème est authentifié, qu'il est unilatéral, alors là, ce sont quand même des choses plutôt plus rares, mais on peut avoir des œdèmes papillaires dans des névrites optiques avec une baisse de vision. Donc là, on va faire une imagerie qui va orienter le diagnostic et la prise en charge. Et puis, on peut avoir des papillites aussi qui sont plus rares dans un cadre inflammatoire purement ophtalmologique. Ou des neurorétinites. Donc là, après, on reste dans des cas qui sont quand même beaucoup plus rares, avec des prises en charge qui sont un petit peu classiques dans les livres, mais ça reste pas très fréquent. Il est parfois difficile de faire la part des choses entre un vrai œdème et un faux œdème. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus ? Est-ce qu'il y a des façons de distinguer un vrai d'un faux ? Alors, déjà souvent le faux œdème n'est pas responsable de signes, donc c'est un diagnostic de consultation et qui est un petit peu une surprise. Alors ça, c'est souvent ça peut être uni ou bilatéral, c'est souvent bilatéral, donc c'est des présentations du nerf optique qui sont atypiques ou carrément anormales.
J'ai des patients qui ne se plaignent de rien, et le principal diagnostic différentiel quand vous avez des papilles bilatérales qui vous semblent édemateuses, c'est qu'il y a une hypertension intracrânienne. Donc si vous avez aucun signe d'hypertension intracrânienne et que chez un enfant qui se plaint de rien lors d'un examen de dépistage, et ils sont de plus en plus dépistés, vous avez une suspicion d'œdème papillaire, on n'envoie pas aux urgences pour faire une IRM en urgence, puisque on suspecte pas qu'il y ait une tumeur cérébrale. Si après le patient il se présente avec nausées, vomissements qui va crescendo depuis quelques semaines, avec une vision qui baisse et un œdème bilatéral, là on a d'autres arguments et on aura une prise en charge qui sera très différente. Mais je pense que c'est une erreur d'adresser les patients en urgence dans des centres pour des prises en charge et notamment une imagerie cérébrale si la découverte est fortuite et que on n'a pas la certitude qu'il s'agit d'un œdème. Alors après, comment confirmer ou infirmer l'œdème papillaire? Alors il y a des cas où c'est vraiment difficile parce que l'aspect du fond d'œil est pas évident à interpréter. Donc un vrai œdème, c'est un flou des bords de la papille qui va concerner plus ou moins toute la circonférence et un effacement des vaisseaux. Donc s'il n'y a pas d'effacement des vaisseaux, déjà le diagnostic d'œdème papillaire pourra être discuté. Et on va rechercher maintenant, surtout sur des photographies, éventuellement sur des photographies en autofluorescence, on va pouvoir rechercher simplement, on a quand même facilement accès à ces examens, on va pouvoir rechercher des druses. Et puis à l'OCT, on va aussi pouvoir rechercher ces druses et rechercher également quelque chose qu'on retrouve maintenant extrêmement fréquemment. Alors je ne sais pas si on les voyait ces patients-là avant l'ère de l'OCT, parce qu'il y a 20 ans, j'ai pas l'impression qu'on était assailli par autant de demandes pour ce genre de patients. Mais on va pouvoir voir sur l'OCT ce qu'on appelle des FOMS. Donc c'est l'acronyme de Peripapillary Hyperrécogène Ovoid Mass. Donc ce sont des espèces d'évagination. On pense que ce sont des évaginations des fibres optiques à la sortie du nerf optique. Donc c'est un tout petit peu hyperéchogène, ça ressemble pas du tout à des druses et c'est quelque chose qui peut se voir associé à un œdème papillaire vrai, qui peut se voir plus fréquemment chez des patients qui sont myopes, sur des papilles qui sont petites, et puis parfois en l'absence d'anomalies autres de la papille, à part que ce sont quand même en général des papilles qui sont non excavées. Quand on a ces FOMS et puis que sur l'OCT on n'a pas un épaississement de la couche des fibres optiques par exemple sur l'OCT, a priori on est devant quelque chose de plutôt malformatif qu'un œdème vrai. Et après il reste plein de cas difficiles où on a les FOMS de manière certaine et où il peut y avoir quand même un œdème. Et là la conduite à tenir sera à faire en fonction des signes associés éventuellement, de l'examen ophtalmologique, de la fonction visuelle. Et on ira après demander une IRM si on pense qu'il y a un œdème papillaire. Mais c'est vrai qu'il y a toute une étape diagnostique, parfois pas facile, et beaucoup de questions qu'on se pose devant ces patients. C'est en ville, c'est également à l'hôpital, parce qu'on a beaucoup de cas où des fois on n'est pas complètement sûr. Et comme il s'agit souvent d'enfants quand même, on est un petit peu embêté parce qu'on veut pas être invasif chez ces patients. C'est compliqué de faire une ponction lombaire ou voir une IRM chez un enfant de 4-5 ans. Donc on est quand même très attentiste, et quand on n'a pas la conviction d'avoir vraiment un œdème papillaire, on essaye de pas aller plus loin, de pas être plus invasif. Qu'est-ce qu'il y a comme examens qui peuvent vraiment aider à faire la différence parfois? Alors, l'angiographie à la fluorescéine, éventuellement. Alors, chez l'enfant, ça peut se faire sans injection, mais avec de la fluorescéine qui est bu, avec du jus d'orange. Mais il faut savoir que ces FOMS, des fois, prennent le contraste, ça diffuse pas beaucoup. Mais il y a des cas où on a du mal vraiment à faire la différence. Et on en voit beaucoup et de plus en plus. Donc je pense qu'il faut, chez un patient asymptomatique et qui se plaint de rien, prendre le temps au moins de faire bien explorer la vision, si c'est possible, si le patient est suffisamment grand, et puis faire un bon OCT. Et si on trouve des FOMS et puis qu'on n'est pas convaincu qu'il y a un œdème papillaire, c'est sans doute des FOMS. Et c'est plus facile de demander un avis par mail sur un OCT à un confrère que d'envoyer le patient en urgence dans un hôpital, inquiéter tout le monde, alors que finalement on va dire non, cliniquement nous on n'est pas d'accord, on pense pas qu'il y a d'œdème papillaire, puis finalement on se retrouve un petit peu en porte-à-faux avec un docteur qui a dit quelque chose, un autre qui dit autre chose, et finalement plus personne n'a confiance en personne. La situation est compliquée. Ça c'est un petit peu le quotidien actuellement. Il y a une étude récemment qui a été publiée par l'équipe d'Atlanta, de Valérie Bius, qu'on connaît bien parce qu'elle est française à l'origine. Et ils ont les mêmes problèmes en fait. Ils ont un énorme pourcentage de patients adressés par les urgences qui ont en fait des faux œdèmes papillaires. Et ça pose un vrai problème de prise en charge, de flux de ces patients qu'il faut à la fois rassurer et sortir des circuits d'urgence. Merci beaucoup. Et dans le cas des œdèmes papillaires classiques, est-ce qu'il y a une pertinence à aller faire des surveillances avec des champs visuels? Alors c'est une vraie bonne question. Après il y a aucun traitement.
Il n'y a de traitement ni préventif, ni curatif des complications des drusses du nerf optique. Petit rappel, les drusses du nerf optique, c'est le même terrain que la noya. C'est un canal optique qui est petit avec des fibres optiques qui sont en nombre un petit peu, pour pas dire excessif, mais qui n'ont pas beaucoup de place. Et puis, les drusses, on considère que ce sont l'évolution de métabolites qui n'ont pas pu circuler correctement dans cet endroit où il y a une espèce d'effet de loge, mais chronique. Et donc, les drusses se calcifient, elles apparaissent au cours du temps, mais elles ne sont que le témoin d'une évolution, en fait, qui va se faire sur, en général, des années, voire des décennies, avec des fibres optiques qui vont être abîmées, voire détruites, et une fonction visuelle qui va être altérée via des anomalies périphériques du champ visuel. De temps en temps, certains patients vont avoir des accidents ponctuels ischémiques, faire une petite noya sur leur faux œdème papillaire, et puis avoir une baisse visuelle un peu brutale ou une altération du champ visuel un petit peu brutale. Alors, est-ce qu'il faut surveiller ces patients-là ? On n'a rien à leur proposer. Ils vont tous sur Internet, donc ils voient que la situation va potentiellement se dégrader, qu'il peut y avoir un retentissement. Donc, c'est un petit peu difficile d'avoir un langage clair et rassurant dans ces cas-là, parce que c'est vrai qu'il y a des patients qui ont une vision très altérée. Enfin, moi, je vois beaucoup d'enfants, j'en suis un ou deux, qui ont 15 ans et un champ visuel tubulaire des 10 degrés centraux sur des drusses. Ça reste quand même exceptionnel. La majorité des patients vont vivre normalement sans avoir de retentissement visuel. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de recommandations vraiment sur le suivi de ces patients quand la vision est très altérée, très jeune. Bon, après, il y a toujours des précautions en termes d'orientation professionnelle, etc., des problèmes d'aptitude qui vont pouvoir se poser. Chez un patient jeune qui a des drusses, un aspect de faux œdème papillaire sans retentissement visuel, moi, j'organise pas systématiquement un suivi systématique. S'ils ont une correction optique, il faut les voir une fois par an, une fois tous les 2 ans, mais je ne demande personnellement pas de champ visuel tous les ans si initialement il est normal. Je sais pas s'il y a un consensus vraiment sur ces cas-là, parce que c'est entretenir un petit peu une angoisse aussi, et chez des patients où malheureusement on n'a rien à proposer. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de la conduite à tenir devant la découverte d'un œdème papillaire mais bilatéral ? L'œdème papillaire bilatéral, oui. Une fois qu'on a éliminé les faux œdèmes bilatéraux, alors ce qui est très important, c'est de connaître d'abord la symptomatologie du patient général ou ophtalmologique et qu'est-ce qui l'amène à consulter, et son terrain. Donc actuellement, la principale cause d'œdème papillaire bilatéral qu'on voit en consultation, ce sont les hypertensions intracrâniennes. Alors quand on a une suspicion d'hypertension intracrânienne, il faut évidemment éliminer une pathologie tumorale ou une thrombose veineuse chez un patient s'il a vraiment un tableau aigu et récent. Donc il y a une imagerie qui sera nécessairement faite. Et la cause maintenant la plus fréquente qu'on a dans nos centres, je pense, c'est l'hypertension intracrânienne idiopathique, donc une pathologie typiquement de la femme jeune en surpoids. Et c'est tout un cortège de symptômes, de signes à l'imagerie, d'une histoire clinique qui va confirmer ce diagnostic. Donc on fait l'imagerie. Si sur l'imagerie il n'y a pas d'accident vasculaire, si sur l'imagerie il n'y a pas de tumeur obstructive, on va rentrer dans le cadre d'un œdème papillaire dû à une hypertension intracrânienne dite idiopathique. Alors on a des signes indirects d'hypertension intracrânienne sur l'IRM, une dilatation de la gaine des nerfs optiques, une selle turcique vide. On peut avoir d'autres signes comme un aplatissement du pôle postérieur du globe, des nerfs optiques qui sont un petit peu tortueux. Et puis, si on fait des images, des séquences dédiées, on trouve très souvent une sténose des sinus latéraux. Tous ces signes, isolément, s'il n'y a pas de terrain et s'il n'y a pas de signes cliniques par ailleurs d'hypertension intracrânienne, c'est-à-dire pas de céphalée, pas d'œdème papillaire, ont une valeur qui est assez faible. Aujourd'hui, on est également gêné par tous ces patients qui, comme les faux œdèmes papillaires, nous sont adressés parce qu'on a trouvé des signes d'hypertension intracrânienne idiopathique indirects sur l'imagerie, alors qu'en fait, ils n'ont pas d'hypertension intracrânienne. Donc, c'est un vrai sujet que cette imagerie, elle confirme le diagnostic si vous avez une suspicion sur la clinique. Quand tout le reste est normal et que c'est juste un radiologue zélé qui a décrit tous les signes qu'il avait vus et qui vous l'adresse pour suspicion d'hypertension intracrânienne, si vous n'avez pas d'œdème papillaire au fond d'œil, ça va pas être l'ophtalmo, ça va pas être le neuro-ophtalmo qui va le gérer, ce patient-là. S'il a des céphalées, il faut l'envoyer voir un neurologue. Éventuellement, il peut quand même avoir une hypertension intracrânienne, mais tous ces signes sont un petit peu interprétés en parallèle de la clinique. Donc, la femme jeune, des céphalées, volontiers positionnelles,
Les signes qu'il faut demander à l'interrogatoire, c'est est-ce qu'il y a des acouphènes et est-ce qu'il y a éventuellement des éclipses visuelles, c'est-à-dire des baisses de la vision. Ils sont dans le noir, ça, ce sont des éclipses, comme le dit le mot lui-même, des baisses de visuel très rapides où les patients se retrouvent dans le noir avec la vision qui revient tout de suite. Ça dure une fraction de seconde ou quelques secondes tout au plus. Ces signes sont liés à l'hypertension intracrânienne et au fond d'œil, ce qui est vraiment important de regarder, c'est l'importance de cet œdème papillaire. Vous savez qu'on peut le coter en fonction de sa sévérité, c'est les stades de Friesen. Donc au fond d'œil, on va regarder le flou papillaire. Est-ce qu'il concerne toute la périphérie de la papille? Est-ce que les vaisseaux donc sont vraiment effacés, ce qui confirme le diagnostic d'œdème papillaire? Est-ce qu'il y a un gros vaisseau qui est partiellement ou complètement effacé sur la papille? Donc plus on aura ces signes, plus l'œdème papillaire est important, plus la papille est saillante, plus l'œdème papillaire est important. Il y a des signes de mauvais pronostic pour la vision qui disent que les choses vont mal. Ce sont pas tant les hémorragies que les nodules cotonneux. Un œdème papillaire, même s'il n'est pas très important, s'il y a des nodules cotonneux chez une femme jeune qui a une hypertension intracrânienne idiopathique, c'est un signe de gravité. Donc, il faut savoir reconnaître chez ces patients quelqu'un qui va pouvoir avoir mal à la tête et un œdème modéré où la vision n'est pas menacée, et quelqu'un qui a un œdème très important et qui a parfois pas tellement mal à la tête, qui inversement aura une menace visuelle à court terme parce que c'est un nerf optique qui souffre. Les nodules cotonneux témoignent de la souffrance. Si l'œdème papillaire est très important, le nerf optique qui souffre et vous pouvez avoir des baisses de visuel qui sont très rapides parfois avec ce qu'on appelle des hypertensions intracrânienne idiopathique maligne et avec des gens qui peuvent devenir aveugles en quelques semaines. Donc il faut rester clinique, c'est-à-dire le terrain, l'interrogatoire, les signes cliniques au fond d'œil. S'il n'y a pas d'urgence, on demande une imagerie pour éliminer une autre cause. Et puis une fois qu'on a tout ça, si on ne gère pas soi-même, si on n'a pas un neurologue collègue, on peut adresser un service de neuro-ophtalmologie ou des urgences, mais on ne prendra pas en urgence, on n'hospitalisera pas en urgence quelqu'un qui a un œdème papillaire qui est pas du tout sévère, même si on suspecte le diagnostic. Et les gens, ils pourront être amenés à attendre des semaines avant qu'on leur fasse leur bilan. Donc il faut prévenir ces patients-là et les prendre en charge correctement et leur expliquer que il vaut mieux les adresser tranquillement pour un avis en consultation que les envoyer aux urgences alors qu'on va rien leur faire. On va leur dire écoutez madame, on va vous revoir dans les délais pour faire votre bilan neurologique, votre ponction lombaire, et ça pourrait être dans des semaines, voire des mois en fonction de l'encombrement des flux, puisqu'il n'y a pas énormément de centres où on prend en charge au niveau hospitalier ces patients. Donc c'est toujours mieux d'avoir un collègue neurologue en ville qui peut voir le patient, qui peut organiser la ponction lombaire, parce que c'est ça qui va confirmer le diagnostic et l'instauration du traitement. Il est toujours mieux de ne pas débuter le traitement. Donc le traitement, c'est la perte de poids, bien sûr, chez les gens en surpoids, mais ce traitement par Diamox, si on doit faire une ponction lombaire, si on doit faire d'autres examens avant de l'instaurer, il faut pas se précipiter à le donner, puisque ça peut fausser, bien sûr, les valeurs de pression lorsqu'on la mesure à la ponction lombaire. Est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser l'OCT pour le suivi de la régression de l'œdème papillaire? Oui, c'est une très bonne question. Alors, on fait systématiquement le suivi des œdèmes papillaires liés à l'hypertension intracrânienne, OCT, champ visuel et rétinophoto. Alors pour les rétinophotos, pas l'optose, les neuro-ophtalmos détestent l'optose parce qu'on voit très mal la papille et on a beaucoup de mal à suivre l'œdème papillaire sur l'optose, même en grossissant tout ce qu'on veut parce que ce sont pas des vraies couleurs. Et donc il faut utiliser un rétinographe non midriatique. Alors on peut toujours avoir tout, mais idéalement avoir un rétinographe non midriatique qui soit pas aussi grand champ que ce qui se fait de mieux aujourd'hui, parce qu'on a du mal à interpréter les images. Mais l'OCT est tout à fait intéressant parce que des fois sur l'examen clinique, on n'est pas si discriminant que ça. Il faut absolument des photos et documenter ces œdèmes. Et l'OCT permet de voir sur le RNFL effectivement l'évolution. Pour des petits œdèmes, ça peut être pratique parce qu'on peut voir des petites différences que des fois on a du mal effectivement à objectiver au fond d'œil. Merci beaucoup, Dr Alain. Quelle est la conduite à tenir en cas de découverte d'un ptosis, d'apparition récente d'un ptosis chez un patient? Alors, la neuro-ophtalmologie, c'est beaucoup d'interrogatoires, et l'urgence en neuro-ophtalmologie, c'est beaucoup d'interrogatoires. En général, on a la réponse, beaucoup de réponses en tout cas, dès l'interrogatoire. Donc, un ptosis, c'est un patient qui a une paupière qui tombe, donc il faut bien sûr connaître le terrain de ce patient, son âge, ses antécédents, s'il était porteur de lentilles, est-ce qu'il n'y a pas une affection ou une infection récente qui est peu responsable du ptosis, et trouver une cause purement ophtalmologique loco-locale qui va être responsable d'un petit ptosis.
je passe sur le diagnostic différentiel qui pourrait consister en un blépharospasme, c'est-à-dire une contraction anormale de la paupière. Dans le cadre de l'urgence, chez des gens jeunes, ça arrive que ce diagnostic de ptosis soit fait par erreur devant des spasmes. Alors après, le ptosis, il faudra l'examiner. Alors je sais pas si on va décrire l'examen d'un ptosis aujourd'hui, mais il faut essayer de déterminer si c'est un ptosis aponévrotique ou si c'est un ptosis musculaire par déficit du releveur de la paupière. Donc ça, après, je suppose que tout ophtalmologiste sait examiner un petit peu un ptosis. Après, l'interrogatoire sur un ptosis récent d'un sujet jeune, l'arrière-pensée, c'est évidemment toujours la myasthénie, et puis on demande des bilans de myasthénie dès qu'on a le moindre doute. Donc il faut être un petit peu policier sur l'interrogatoire, à savoir, est-ce que le patient il a des antécédents personnels, un peu quel qu'il soit, est-ce qu'il prend des médicaments, est-ce qu'il n'y a pas une notion de traumatisme, et est-ce qu'il n'y a pas des signes compatibles avec la myasthénie. Alors ça va être, est-ce qu'il y a eu une diplopie à un moment ou à un autre? Est-ce qu'il y a eu un ptosis de l'autre côté? Est-ce que le ptosis, s'il est récent, est-ce qu'il est variable? Est-ce qu'il y a des moments où la paupière elle est complètement fermée? Et est-ce qu'il n'y a pas des signes autres qui pourraient orienter vers une myasthénie? Et ces signes-là, parfois, les patients, ils le rapportent pas spontanément. Moi, j'ai eu quelques histoires un petit peu amusantes, si on veut dire, récemment. Il faut interroger les patients. Est-ce qu'ils n'ont pas de diminution de force dans les bras? Et là, on vous dit, ah bah oui, depuis que je fais mon shampoing sous la douche, j'ai du mal depuis 2 mois. Voilà. Un autre monsieur à qui j'avais demandé s'il avait eu des problèmes de santé auparavant, non, rien du tout. En fait, il avait eu une thymectomie quelques années avant pour une tumeur cancéreuse du thymus. Il avait un bilan de myasthénie à l'époque qui était négatif, et il est revenu après thymectomie, des années après, il avait une authentique myasthénie. Donc il faut savoir vraiment interroger les patients si on a cette arrière-pensée-là. Et parfois, ils ne disent pas spontanément ce qu'on pense, que les gens vont rapporter tout ce qui va leur passer par la tête, mais pas toujours. Et ils font pas le lien forcément avec quelque chose qui pourrait être responsable et du ptosis et de signes qui n'ont absolument rien à voir. Alors après, il y a les caractéristiques de la myasthénie, c'est la fluctuation du symptôme, la fluctuation du ptosis au cours du temps, en fonction de la fatigue, et puis qu'on va essayer de mettre en évidence également lors de l'examen clinique avec les épreuves de fatigabilité, donc en faisant regarder le patient longuement vers le haut pour voir si le ptosis se majore, et puis un certain nombre de petits signes cliniques. Alors on a longtemps dit que la myasthénie oculaire pure au bout de 1 et surtout 2 ans ne se généralisait pas. Aujourd'hui, on a beaucoup changé de point de vue. Donc le ptosis est un mode d'entrée dans une myasthénie généralisée, parfois des années et des années après. Donc la nosologie du ptosis et de la myasthénie, c'est un petit peu un sujet qui a évolué, et ça reste un diagnostic difficile. Donc si on a un doute, il faut faire un minimum de bilan, et ce bilan, il se conçoit souvent en hospitalisation 2 jours parce qu'il faut faire un certain nombre d'examens. Donc on peut faire une prise de sang avec le dosage des anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine. On peut demander un électromyogramme, ce qui peut se faire aussi en externe, et puis souvent tout ça revient négatif. Est-ce que ça élimine la myasthénie? Eh ben non. C'est là où ce diagnostic est difficile, et l'étape suivante, ça va être de faire un test pharmacologique. Et ça, en général, ça se fait en hospitalisation 2 jours, puisqu'il peut y avoir un petit peu des complications de l'administration des anticholinergiques, des anticholestéasiques, lorsqu'on fait ces tests, et donc ça se fait pas en pratique de ville courante. Donc souvent, ce qui se fait dans beaucoup de centres, c'est qu'on fait une hospitalisation 2 jours et qu'on fait tout le même jour. Donc il faut une imagerie une fois, on fait une IRM orbitaire pour rechercher une autre cause. On va faire donc l'électromyogramme, la prise de sang, on la fait avant ou pendant, et puis le test pharmacologique, et puis tant qu'on est dans cette prise en charge globale, le principal risque quand même de la myasthénie, si vous n'avez aucun signe de myasthénie généralisée, c'est le thymome, même si c'est exceptionnel si vous avez pas d'autres signes que le ptosis. On fait un scanner thoracique pour rechercher une anomalie thymique. Donc c'est des prises en charge pas toujours simples, et c'est un diagnostic différentiel qui peut être difficile. On a beaucoup de bilans de myasthénie, alors chez soit des patients qui sont adressés en urgence, soit qui sont vus en urgence, soit avant des traitements chirurgicaux où on veut être complètement sûr de pas passer à côté de quelque chose. Mais à partir du moment où c'est très fluctuant, et puis c'est un sujet jeune, c'est vrai qu'on s'interroge toujours sur cette question de la myasthénie. Si on a un doute, si on est sûr qu'il y a une myasthénie, ou si on a un doute, on prévient toujours les patients
de faire attention, et on leur donne la liste des médicaments qui sont contre-indiqués. Si un médecin devait leur administrer un traitement qui est contre-indiqué en cas de myasthénie, au moins de faire un petit peu attention pour être sûr qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Merci beaucoup, Dr Audrin. Alors maintenant, quelle est la conduite à tenir devant l'apparition d'une diplopie binoculaire? Alors ça, c'était un vaste sujet. Merci de poser cette question, strabologue que je suis. Alors, on va supposer qu'on parle de patients qui n'ont jamais vu double et puis qui se mettent à voir double. Alors, est-ce que c'est aigu? Est-ce que c'est pas aigu? Il y a autant de questions qui sont pas toujours, ou de réponses qui sont pas toujours claires, ni dans la tête des patients, ni dans la tête des ophtalmologistes. Donc là, l'interrogatoire est extrêmement important aussi pour savoir où on va, à savoir est-ce que cette diplopie, elle est apparue brutalement ou non, et dans quelles conditions elle est apparue, et comment est-ce qu'elle a évolué. En gros, on a les pathologies oculomotrices qui entraînent des déviations brutales et qui évoluent pas forcément, mais qui donnent des diplopies avec des images qui sont très décalées l'une par rapport à l'autre. Et puis on a aussi des strabismes pas forcément inquiétants qui évoluent tout doucement avec des gens qui commencent à voir double en vision de loin, et puis ça augmente tout doucement, et c'est pas du tout la même prise en charge ces patients-là. Donc, si le patient se met à voir double d'un coup, l'arrière-pensée c'est toujours est-ce qu'il n'y a pas une paralysie oculomotrice, et c'est la cause la plus fréquente chez l'adulte, en tout cas de diplopie avec un trouble oculomoteur acquis. C'est presque 50% des cas de diplopie acquise, donc c'est extrêmement banal. Et en fonction de l'âge et en fonction de la paralysie, la prise en charge sera un petit peu différente. Donc chez le sujet âgé, si on a une paralysie oculomotrice touchant le 6, le 3 ou le 4, c'est toujours un petit peu la même réflexion. Est-ce qu'on n'a pas une maladie de Horton? Il faut éliminer ça. Donc comme dit un de mes collègues célèbres, bonjour madame VSCRP, c'est un petit peu ça. Donc et on va faire une imagerie à la recherche d'un accident vasculaire. Donc si vous avez une paralysie du 6 aiguë, on a longtemps dit qu'on faisait pas d'examen d'imagerie chez des patients âgés qui avaient une paralysie oculomotrice en disant que le rendement était mauvais, etc. Oui, ça c'est quand l'imagerie n'était pas aussi performante qu'aujourd'hui, mais on sait maintenant que même devant une paralysie du 6, il faut réaliser une imagerie parce qu'on trouve quand même un petit taux d'accidents vasculaires cérébraux constitués récents. Donc ça fait partie maintenant du bilan. On discutait il y a 15-20 ans, aujourd'hui on discute plus. L'imagerie par IRM est systématique chez ces patients. Alors on trouve pas quelque chose. Si on trouve quelque chose, on le prend en charge comme il faut, c'est du neurovasculaire. Si on trouve rien, il peut y avoir des facteurs de risque, même chez un patient de 70 ans hypertendu, diabétique, même si la cause la plus fréquente, ça va être une paralysie microvasculaire, c'est un petit vaisseau qui se bouche et puis il y a rien d'autre d'associé. Même chez ce patient-là où ça s'explique très simplement sa paralysie par cette étiologie-là, aujourd'hui on fait l'imagerie et on doit éliminer la maladie de Horton en mesurant l'AVS. Pour les patients plus jeunes, a fortiori, l'imagerie est systématique quand il y a une paralysie oculomotrice récente. Et plus on est jeune et plus on risque de trouver des choses type tumeur ou autre. Alors je suis vraiment dans des grands cadres extrêmement simplifiés. Après, les autres causes les plus fréquentes de diplopie acquise, aujourd'hui, on sait que ce sont les strabismes, les troubles oculomoteurs liés à l'âge, qui sont liés au vieillissement des tissus de soutien orbitaire et qui par changement de position des muscles oculomoteurs et modification des vecteurs de force de ces muscles oculomoteurs, comme de la même façon qu'on a un ptosis, la lipoptose, les tissus périoculaires qui ont tendance à tomber un petit peu, les muscles oculomoteurs au sein de l'orbite ont tendance à tomber un petit peu, et ça induit des petits strabismes et des petites déviations, alors qui peuvent apparaître brutalement au départ, mais qui évoluent très très lentement et en règle avec des petits angles. Donc c'est typiquement à Paris, les dames qui vont au théâtre et puis un jour elles vous disent qu'elles vont aller au théâtre et puis elles voient 2 personnes sur la scène, ou alors les gens à la conduite en regardant de très très loin qui un jour se mettent à voir double. Et ça c'est pas très inquiétant en soi. Dans l'immense majorité des cas, c'est pas du tout paralytique. Quand vous examinez les patients, la mobilité oculaire elle est normale ou subnormale. Vous n'avez pas un déficit caractérisé avec une diplopie qui augmente dans une direction du regard. Et la prise en charge se fera en général avec une petite prismation. Si même on a l'habitude, on ne demandera même pas d'imagerie chez ces gens-là. C'est seulement si on a un doute sur un diagnostic différentiel qu'on fera l'IRM, parce qu'en fait, l'IRM a pas vraiment de rendement chez ces gens qui ont des strabismes liés à l'âge. On n'arrive pas à mettre en évidence sur un patient isolé des anomalies caractéristiques. Donc c'est vraiment l'interrogatoire qui va aider, parce qu'un patient qui voit double en permanence dans toutes les directions du regard,
ou dont le diplopie augmente dans le champ d'action d'un muscle paralysé, c'est une chose. Un patient qui vous dit qu'il voit double juste de loin, au-delà de 30 mètres, et que c'est depuis quelques semaines et que ça n'évolue pas, vous êtes dans des cadres complètement différents. Donc l'interrogatoire, le terrain, dans ces cas-là, va être extrêmement important. Donc en gros, il y a donc ce qui est paralysie oculomotrice, des strabismes un petit peu orbitaires, on va dire, liés à l'âge, et puis après le reste, tout de suite, c'est moins fréquent. Et chez des sujets jeunes, de toute façon, on va aller très vite à l'imagerie, et puis on va pouvoir trouver des maladies inflammatoires, une ophtalmoplégie internucléaire chez une sclérose en plaques, une paralysie du chez quelqu'un qui a une inflammation du système nerveux central. Mais si l'imagerie est normale, en général, s'il n'y a pas de signe associé en plus du trouble oculomoteur, on va pas forcément pousser beaucoup plus loin le bilan, et on va souvent conclure à des strabismes qui sont acquis ou qui ont évolué et qui vont entraîner une diplopie. Ça, c'est pas du tout rare, et il y a un petit peu une angoisse en fait des praticiens qui sont pas très formés à la strabologie, je trouve, qui paniquent un petit peu en fait chez des gens qui voient double et l'IRM est normal, donc c'est forcément une myasthénie. Enfin, c'est pas si simple, et il faut savoir examiner ces patients et s'aider éventuellement une board orthoptiste ou demander l'avis d'un strabologue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des visions doubles qui sont apparues un petit peu brutalement, pour lesquels le traitement est purement ophtalmologique, des prismes ou une chirurgie. Et il faut savoir rassurer ces patients-là, surtout pas les inquiéter encore plus, demander des examens complémentaires inutiles et qui sont pas la solution. Donc la diplopie binoculaire, c'est un vaste sujet très compliqué. Et si on regarde les résultats alors c'est pas vraiment de l'épidémiologie, mais les grandes séries qui ont été publiées dans certains établissements américains, mais pas que, les principales étiologies de diplopie binoculaire acquises, très souvent, ce qui revient quand même, ce sont des pathologies purement strabologiques, et notamment les troubles liés à l'âge, en fait, qui sont très souvent responsables d'anomalies de type vision double. Alors, il y a vraiment une question de terrain. Plus les gens sont âgés, plus ça se voit. Dès qu'on a un petit peu l'habitude et qu'on voit des patients avec des diplopies, on demande beaucoup moins d'examens complémentaires. On a demandé énormément d'IRM pour ces gens-là il y a 15-20 ans. On trouvait rien. On était embêtés. On disait, ouais, c'est des petits cis qui débutent, etc. On les revoyait, on refaisait l'IRM, etc. Là, ça fait 15 ans maintenant presque 20 ans même, j'exagère, que ces strabismes liés à l'âge ont été identifiés et compris. Et c'est vrai que ça nous rassure beaucoup, et ça a simplifié un petit peu notre prise en charge et les questionnements qu'on se posait chez ces patients. Et on les rassure beaucoup plus. On les prisme, on les opère, et tout le monde est content. J'imagine que ça rentre un peu dans votre dernière définition, mais c'est pas si rare d'avoir ces petites diplopies qui apparaissent en post-opératoire de chirurgie de cataracte. Le patient se réveille de sa chirurgie avec une vision double et impute cette diplopie à la chirurgie. Ça vous paraissait pertinent du coup de lancer des examens complémentaires, ou est-ce que juste un bilan orthoptique pouvait suffire dans ce contexte? Alors, la diplopie après chirurgie de la cataracte, alors ça recouvre plein de choses, parce que il y a des patients qui étaient est-ce que le patient il était strabique avant? Alors, je parlais sans strabisme avant et sans éléments pouvant faire évoquer un historique de strabisme. Alors, la diplopie post-opératoire chez un patient non strabique préalablement, ça peut être effectivement un strabisme lié à l'âge, un petit angle qui va se révéler après l'opération de la cataracte. Si vous avez un patient qui a 4-5 dixièmes, qui s'est myopisé, on n'a pas voulu refaire ses lunettes en attendant, il a un petit angle, mais comme il voit flou de loin, en fait, finalement, sa vision double, il l'aperçoit pas de loin. Vous le refaites voir 10 ou 12 dixièmes. Puis là, tout d'un coup, meilleure vision, meilleure diplopie, hein. Il voit de loin tout de suite double sur des petits angles qui le gênaient pas précédemment. Donc là, ça c'est une première chose. Après, il y a aussi des microstrabismes ou des strabismes qui avaient été négligés. Et il faut toujours respecter, il faut éventuellement demander l'avis du strabologue si on a connaissance du strabisme, toujours respecter l'œil directeur. Il faut pas changer d'œil directeur chez un patient qui a la cataracte. Donc si vous avez un patient qui a en général, on opère en premier l'œil où la vision est la plus basse. Mais souvent, c'est des patients qui n'étaient pas gênés par cette vision basse parce que c'est l'œil qui était un petit peu amblyope ou que c'était pas l'œil directeur. Et si tout d'un coup, vous vous mettez avec un œil non directeur à 10 ou 12 dixièmes alors que vous n'avez pas encore opéré le deuxième œil, que du coup, ils se mettent à voir double alors qu'ils n'avaient jamais vu double avant. Et il faut corriger le tir en opérant le bon œil. Mais il y a des cas où il faut opérer le bon œil pour commencer. Donc c'est un autre cadre, mais c'est quelque chose qui arrive, et ça, il faut que tous les chirurgiens soient conscients que quand il y a un strabisme, il faut commencer par opérer l'œil directeur pour éviter les ennuis. Après, ce que vous dites, c'est tout à fait juste. On peut avoir un petit angle de strabisme et une diplopie sur un petit angle qui n'était pas symptomatique avant la chirurgie de la cataracte, et le fait de l'opérer avec la meilleure vision, ça va faire que cette diplopie elle devient symptomatique. On n'a plus
où je n'ai pas vu en tout cas récemment, on n'a plus le problème des anesthésies péribulbaires. Il y a quelques années, vous savez, pour des raisons sanitaires, on a enlevé des produits qui étaient dans les injections d'anesthésique péribulbaire, qui ont fait qu'il y a eu une espèce d'épidémie de diplopie. Il y avait une toxicité de ce qu'on injectait sur les muscles. Là, aujourd'hui, maintenant, avec la généralisation de la chirurgie sous-topique et la prudence des anesthésistes qui font les péribulbaires, je ne sais même pas si ça existe encore. Mais on avait une espèce d'épidémie il y a une vingtaine d'années de diplopie post-opératoire due à l'anesthésie. Là, aujourd'hui, ça ne se voit plus avec l'anesthésie topique. Donc, une diplopie post-opératoire après une chirurgie de cataracte, je pense que oui, si on n'a pas la réponse évidente lors de l'examen, un bon bilan orthoptique pour commencer. Et puis souvent on aura la solution. Et puis après, on a le droit de faire une paralysie oculomotrice juste après sa chirurgie de la cataracte aussi. Si c'est des gens qui sont âgés, ils ont le droit de faire autre chose. Donc tout est possible, mais bon, après il faut être bien sûr très clinique pour commencer et pas d'imagerie systématique si on a une diplopie post-opératoire sans avoir ou une hypothèse avant. Dans la deuxième partie de cet épisode avec le docteur François Audrin, nous discuterons des problèmes d'anisocorie et des troubles visuels monoculaires transitoires. Ophtalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.